Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, seconde partie du chapitre concernant les acides et les bases, avec des considérations sur les diagrammes de prédominance et de distribution des espèces en fonction du pH, et des considérations également sur les équilibres chimiques et leur étude. Donc tout d'abord, nous allons commencer par la construction de diagrammes de prédominance des espèces en fonction des valeurs de pH. Alors ici, ça va être plus simple que dans le cas des réactions d'oxydoréduction, car les espèces acido-basiques sont toutes des espèces en solution. Donc les diagrammes seront forcément des diagrammes de prédominance. Donc ici, les définitions que l'on a trouvées précédemment, on va les retrouver ici. Une espèce A est prédominante sur une espèce B si la concentration effective en A est supérieure à la concentration effective en B. A est majoritaire par rapport à B si la concentration effective en A est supérieure à 10 fois la concentration effective en B. Alors, on a une relation simple entre le pH et le pKa que l'on peut établir à partir de l'expression du Ka. Donc Ka, on sait que c'est concentration effective en base fois concentration en H3O+, sur la concentration effective en acide, fois éventuellement C0. C0 qui n'est pas obligé d'apparaître si on part de la convention implicite que l'on travaille avec les valeurs numériques des concentrations exprimées en mol par litre. pKa sera à ce moment-là relié au pH par la relation pKa, enfin pH égale pKa, plus log de la concentration en base effective sur la concentration en acide. Alors la démonstration, qu'est-ce qu'on va faire? On part du Ka, on applique l'opérateur moins log. On va avoir moins log de K qui va être égal à moins log de A- sur HA moins log H3O+ sur C0. On procède derrière par identification. On sait que moins log de K est égal au pK du couple acide-base, moins log de H3O+ est égal au pH, moins log de l'activité de H3O+, donc moins log de H3O+ sur C0. Donc finalement, on va obtenir ici la relation attendue, pH qui vaudra pK plus log de A- sur HA. Alors cette relation va avoir des implications évidentes. On va avoir prédominance de la base si le pH est supérieur au pKa. Si A- est supérieur à HA, alors ça signifie que log de A- sur HA est supérieur strict à 0, et donc pH est supérieur à pKa. Si A- est supérieur à 10 HA, log de A- sur HA est supérieur à log de 10. Donc est supérieur strict à 1. Ici, ça signifie qu'on va avoir pH supérieur à pKa plus 1. Donc qu'est-ce que l'on peut dire ici instantanément? On peut dire que si la base prédomine, le pH est supérieur au pKa. Si la base est majoritaire, pH est supérieur au pKa plus 1. On renverse le raisonnement pour le tenir sur l'acide. Si HA est supérieur à A-, pH sera inférieur au pKa, car
log de A- sur HA sera négatif. Donc pH inférieur à pKa. Et donc si AH ou HA au choix est supérieur à 10 fois A-, on aura log les parenthèses, de A- sur HA inférieur à log de 1 dixième, donc inférieur à moins 1. Donc le pH qui sera inférieur à pKa moins 1. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. On peut dire que si on veut l'acide qui est majoritaire par rapport à la base, on veut pH inférieur à pKa moins 1. Si on veut l'acide qui prédomine sur la base, on veut le pH inférieur strict au pKa. Et évidemment, dernier cas possible, cas on peut dire un petit peu évident ici, si pH égale pKa, ça veut dire que la concentration en base vaut la concentration en acide. Donc on va être ici à la frontière des domaines de prédominance. Donc à partir de là, on peut se proposer de tracer des diagrammes de prédominance de n'importe quelle espèce acido-basique. Hop, on va prendre l'outil tracé de traits. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Hop, on va avoir que pH égale pKa joue le rôle de frontière. Au-delà, quand pH est supérieur au pKa, A- prédomine. En dessous, HA prédomine. Et à pKa-1, l'acide devient majoritaire. À pKa plus 1, la base devient majoritaire. Donc, à mesure que le pH augmente, la concentration de la base augmente. À mesure que le pH diminue, la concentration en acide augmente. Alors, à partir de là, on va se proposer de tracer deux diagrammes de prédominance, celui de l'acide éthanoïque et celui de l'acide phosphorique. Alors, l'acide éthanoïque est un monoacide. Donc, on va avoir ici une seule frontière entre deux domaines de prédominance. Pour l'acide phosphorique, on a un polyacide, donc on va avoir plusieurs domaines de prédominance des espèces. Alors, pour l'acide éthanoïque, la frontière se situe au niveau du pKa à 4,8. Donc si on dépasse le pKa, c'est CH3CO- qui prédomine. Si on est sur un pH inférieur au pKa, c'est CH3COH qui prédomine. Pour l'acide phosphorique, on va avoir une frontière à 2,7, le premier pKa, une frontière à 7,2, une frontière à 12,4, et donc ici, qu'est-ce qu'on va observer? On va observer H3PO4 qui prédomine dans les faibles valeurs de pH, H2PO4- qui prédomine pour le pH compris entre 2,7 et 7,2, entre 7,2 et 12,4, HPO4- et PO4-3- entre 12,4 et 14. Alors,
ça c'est la première information que l'on peut extraire. Les diagrammes de prédominance. Donc ici, bon, on a simplement quelque chose de graphique, de visuel. Si on veut quelque chose d'un petit peu plus quantitatif, ce qu'il faut faire, c'est passer sur les diagrammes dits de distribution. Alors l'idée des diagrammes de distribution, ça va être d'exprimer de manière quantitative le rapport de HA et A- sur la concentration C0 introduite, soit en acide, soit en base, soit en mélange des deux. Alors, ici, pour établir les expressions liées au diagramme de distribution, on a besoin de poser un système. Le système repose sur deux équations dans la mesure où on a deux inconnus. On veut déterminer HA sur C0, donc HA sur la concentration apportée en A, que ce soit sous la forme A- ou HA, et on veut déterminer A- sur C0. Deux grandeurs à déterminer. Il nous faut deux équations. Alors, les deux équations, on va en trouver déjà une très simplement, avec la constante d'équilibre, la constante d'acidité. On sait que K sera A- fois H3O+, sur HA. Deuxième équation, on sait que si on apporte une certaine concentration C0 totale en élément A, eh bien, C0 va se répartir entre HA et A-. Alors ça, on peut le justifier très simplement. Comment? Eh bien, en faisant un tableau d'avancement. Le tableau d'avancement qu'on va faire, c'est par exemple le tableau d'avancement de la réaction de HA sur l'eau. Alors, on ne s'intéresse pas à la colonne de H3O+, on ne s'intéresse pas à la colonne de H2O. Ici, on imagine qu'on a apporté C0 en A. Eh bien, à l'état final, on aura C0 moins XF ici, et on aura XF ici. Donc simplement, la conservation de la matière le fameux principe de Lavoisier appliqué au système chimique que l'on étudie ici, nous donne que C0 vaut HA plus A-, vaut C0 moins XF plus XF. Alors, à partir de là, eh bien, on se retrouve avec un système de deux équations à deux inconnus. Il va suffire de le résoudre pour trouver eh bien, le rapport A- sur C0, la concentration apportée, et HA sur C0, la concentration apportée. Alors ici, attention, ne pas confondre C0, concentration apportée, qui peut prendre n'importe quelle valeur, avec C0, la concentration standard, qui vaut 1 mol par litre. Donc pas de confusion entre les deux. C'est important. Alors, ici, on sait que H3O+, définition du pH, vaut 10 puissance moins pH, fois C0 avec le 0 en haut, éventuellement. Et on sait que le pKa, bon ici on pourrait rajouter C0 aussi, hein, vous voyez. On sait que le pKa est défini par Ka, qui vaut 10 moins pKa. Donc, au final, on va obtenir que A- sur H1 vaut
10 moins pK plus pH. Donc 10 puissance pH moins pK. La deuxième équation du système nous dit que A- plus HA vaut la concentration apportée de départ, c'est 0. Donc en résolvant le système, eh bien maintenant on va trouver que ce rapport est conservé. Donc on va par exemple dire que A- vaut HA fois 10 pH moins pK. Et ainsi on va obtenir que HA vaut C0 sur 1 plus 10 moins pK plus pH, ou 10 pH moins pK. On sait que A- sur HA vaut 10 pH moins pK. Donc ici, je multiplie par 10 puissance pH moins pK l'expression de HA trouvée ici pour trouver l'expression de A-. Donc je vais obtenir que A- vaut C0, concentration apportée, fois 10 puissance pH moins pK sur 1 plus 10 pH moins pK. Je peux simplifier cette expression en multipliant par 10 pK moins pH. Donc ici, je vais obtenir C0 sur 1 plus 10 pK moins pH. Alors, à partir de là, j'ai obtenu ce que je cherchais, c'est-à-dire l'expression de A- en fonction de C0 pK pH et HA en fonction de C0 pK pH. Donc derrière, je vais pouvoir exploiter ces relations pour tenter de construire un diagramme un petit peu plus précis. Qu'est-ce que je vois ici? Eh bien, je vois que si, là maintenant je pars sur l'exploitation, si pH vaut pK, 10 pH moins pK vaut 10 puissance 0 vaut 1, 10 puissance pK moins pH vaut 10 puissance 0 vaut 1. Donc j'obtiens A- qui vaut C0 sur 2, HA qui vaut C0 sur 2. Si pH vaut pK plus 1, eh bien à ce moment-là, je vais avoir 10 puissance pH moins pK qui vaut 10, 10 pK moins pH, je vais peut-être même prévoir un peu plus de place. Hop. Et je vais avoir 10 pK moins pH qui vaut 1 dixième. Alors, qu'est-ce que je vais obtenir à ce moment-là? A- qui vaudra C0 sur 1 plus 1 dixième. Donc 10, c'est 0 sur 11. Et HA qui vaudra C0 sur 1 plus 10.
C0 sur 11. Donc je vais avoir HA qui vaudra 1/10 de A-. Donc finalement je vais avoir A- qui va devenir majoritaire. Hop, je vais le noter ici. Si maintenant je travaille avec pH qui vaut pK moins 1, je vais avoir 10 puissance pH moins pK qui vaudra 1/10. Donc 10 puissance moins 1. 10 pK moins pH qui vaudra 10. A- qui vaudra C0 sur 11. Et HA qui vaudra 10/11 de C0. Si je rajoute une unité au pH, je vois qu'à ce moment-là, je vais obtenir ici 100 et 1 sur 100. Donc je vais avoir 100 C0 sur 101 et C0 sur 101. Donc je vais avoir un rapport 100 entre les deux concentrations. pH égale pK plus 3, je vais avoir un rapport 1000, etc. Donc ici, l'idée, c'est que l'échelle logarithmique va me permettre de définir les rapports entre les concentrations en base et en acide dans tous les cas possibles. Donc si je dis pH égale pKa, j'ai un rapport 1 entre les deux. pH égale pK plus 1, j'ai un facteur 10 entre la concentration en base et la concentration en acide. pH égale pKa plus 2, un rapport 100 entre la concentration en base et la concentration en acide. pH égale pKa plus 3, un rapport 1000. pKa plus 4, rapport 10 000, et ainsi de suite. Donc j'ai bien dans l'idée que j'ai ici une échelle log qui se met en place. Une échelle logarithmique. Donc une variation de 1 unité du pH favorise d'un facteur 10 le rapport des concentrations. Si je baisse d'une unité, je divise par 10 la concentration en base, je multiplie par 10 la concentration en acide. Si j'augmente d'une unité, je favorise la base dans le même rapport. Donc ceci me permet de construire des diagrammes de distribution. Donc vous voyez l'idée, ici pour l'acide phosphorique. Donc l'acide phosphorique, c'est un petit peu le fil conducteur, le serpent de mer de cette leçon. Donc si j'ai un pH à 2,7, j'ai la concentration en H3A qui vaut la concentration en H2A-. Si je prends 1,7, vous voyez que je vais avoir 10 fois plus d'acide que de base. Si je prends un pH à 3,7, j'inverse le rapport. Ici, je vais avoir égalité au niveau des concentrations en H2PO4- et HPO4- à pH égale 7,2. Et dernière égalité à 12,4. Donc vous voyez, je vais avoir croisement des courbes du diagramme de distribution lorsque pH vaut pK. Je constate ensuite que si j'augmente le pH d'une unité, eh bien je vais avoir 10 fois plus de la base que de l'acide conjugué. Donc les diagrammes de distribution vont nous donner des informations plus précises, plus subtiles finalement, sur les prédominances entre espèces. Donc là, on s'est intéressé pour l'instant à un seul couple acido-basique, ou ici plusieurs couples acido-basiques associés à une seule espèce, autrement dit à une seule figure de base, A. Vous voyez, hop, ici A, qu'est-ce que ça va être? Ici A, c'est simplement PO4.
Maintenant, on va voir ce qui se passe si on a affaire à différents acides qui réagissent avec différentes bases. Donc là, on va s'intéresser aux réactions acido-basiques. Et on va voir comment établir les constantes d'équilibre de ces réactions acido-basiques. Ici, on va considérer une réaction classique entre un acide HA1 et une base quelconque A2-. Donc vous voyez ici, on s'intéresse à deux motifs différents. Donc on sait que HA1 plus A2- va donner par échange de protons la base conjuguée de HA1, donc A1-, plus l'acide conjugué de A2-, donc HA2. Et on va essayer d'établir la constante d'équilibre de cette réaction. Alors la constante d'équilibre de cette réaction, K, on va l'appeler K, on sait qu'elle vaudra l'activité de la base A1- fois l'activité de l'acide HA2 sur l'activité de l'acide HA1 fois l'activité de la base A2-. Donc activité des produits à la puissance de leur coefficient stoichiométrique 1 sur activité des réactifs à la puissance de leur coefficient stoichiométrique. Derrière, je pars du principe que ce que je connais, c'est les deux valeurs de Ka, Ka1, Ka2, ou les deux valeurs de pKa, pKa1, pKa2. Et pour pouvoir identifier ces pK ou ces K dans l'expression de la constante d'équilibre, eh bien je vais multiplier en haut et en bas le quotient trouvé ici par H3O+. Alors, quelle est l'astuce qui est derrière tout ça? Eh bien, on sait que K1, ce sera A1- fois H3O+, sur HA1. On sait que Ka2, c'est A2- fois H3O+, sur HA2. Donc ici, je vais pouvoir identifier A2- fois H3O+, sur HA2. Je vais pouvoir identifier l'inverse de Ka2. Je vais pouvoir identifier H3O+, mince, hop, changement de couleur oublié, H3O+, fois A1- sur HA1, je vais identifier Ka1. Donc je vais dire simplement que la constante d'équilibre vaut Ka1 sur Ka2. Donc K, je viens de le montrer, ce sera la constante d'acidité de l'acide 1 sur la constante d'acidité de la base, soit 10 puissance moins pKa1 plus pKa2. Donc ça c'est un calcul assez standard, donc qu'il est bon de retenir. Hop. Alors, qu'est-ce que ça va signifier? On se rappelle que plus un acide est fort, plus son pKa est faible, donc plus son Ka est élevé. On se rappelle que plus une base est forte, plus Ka2 est faible. Ou inversement, pKa2 élevé et pKa1 faible. Donc ici, qu'est-ce qu'on va constater instantanément?
eh bien, on va constater que K est d'autant plus forte que pKa2 moins pKa1 est fort. Donc ici, plus la base est forte, plus l'acide est fort, plus la constante d'équilibre est élevée. Et même, on peut aller un petit peu plus loin, en constatant que si pKa1, enfin pKa2 moins pKa1 est supérieur à 0, on va avoir une réaction avec un K supérieur à 1, donc favorisé. Si pKa2 moins pKa1 est inférieur à 0, on va avoir K inférieur strict à 1, donc une réaction a priori défavorisée. Alors, tout ceci nous amène vers une idée que la différence des K, ou des pK, va nous donner directement l'orientation de la réaction et sa force. Est-ce qu'on aura une réaction très avancée ou au contraire une réaction limitée entre un acide et une base? Et donc, on va maintenant s'entraîner à détecter différentes configurations possibles avec différentes réactions. Alors, on va travailler avec l'acide éthanoïque et l'ammoniac. Alors, l'acide éthanoïque et l'ammoniac, donc on va avoir ici HCOOH qui va réagir avec NH3. Donc HCOOH joue le rôle d'acide, NH3 joue le rôle de base. Donc ici, on va obtenir HCO- plus NH4+. Alors, si on classe les différentes espèces, qu'est-ce que l'on voit? On se rappelle qu'on classe sur une échelle de pKa avec les bases à gauche et les acides à droite, dans la mesure où la force des bases augmente avec le pKa, la force des acides augmente à mesure que le pKa diminue. Donc ici à 9,2, je vais avoir NH3, NH4+, et si je descends à 3,8, HCOH, l'acide, HCO-, la base conjuguée. Donc là, en présence, je vais avoir NH3 couplé avec HCOH. La réaction va être une réaction favorisée. Vous voyez, j'ai pu tracer un gamma dans le sens direct. Alors, pour confirmer cette tendance, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer la constante d'équilibre, K de cette réaction. K, je sais qu'elle vaut 10 puissance pKa2 moins pKa1, donc 10 puissance 9,2 moins 3,8, soit 10 puissance 5,4. Donc ici, j'aurais tendance à dessiner non pas une double flèche, mais une double flèche très déformée dans ce sens, voire presque une simple flèche. Alors, cette considération aurait pu être anticipée avec les diagrammes de prédominance. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va placer toutes les espèces acido-basiques sur un axe. Et on va constater que pour le couple CH3, pour le couple HCOH, HCO-, la frontière se situe à 3,8. Pour le couple
Alors là, vous voyez, il ne faut pas hésiter sur les diagrammes comme ça à faire apparaître les couples, un au-dessus de l'axe, l'autre en dessous de l'axe. Pour le couple NH3, NH4+, je vais avoir NH3 qui prédomine pour un pH supérieur à 9,2, NH4+, qui prédomine pour un pH inférieur à 9,2. Donc là, qu'est-ce que je vois? Je vois instantanément que j'ai mis en présence des espèces dont les domaines étaient disjoints, les domaines de prédominance. Donc des domaines de prédominance disjoints qui vont donner une réaction favorisée. Alors, si maintenant je travaille sur l'ion méthanoate et l'ammonium, bah vous voyez ce que je suis en train de faire. En réalité, je suis en train d'envisager la réaction inverse. La réaction inverse, ion méthanoate, HCO-, plus l'ammonium, NH4+. Ici, qui va donner, de manière équilibrée, HCOH plus NH3. À ce moment-là, au fait, sur l'échelle de pKa précédente, je suis en train de dire que je mets en présence NH4+, et HCO-. Hop. Alors, ici, le gamma que je vais tracer, parce que je peux éventuellement tracer un gamma, ce sera un gamma, entre guillemets, dans le mauvais sens. Donc je vais avoir une réaction qui sera a priori défavorisée. Ceci, je l'illustre de manière assez simple, sachant que K vaut l'inverse de la constante de réaction précédente, comme j'ai inversé le statut des réactifs et des produits, donc 10 puissance moins 5,4, qui sera ici très petit devant 1, là où j'avais une constante très très grande devant 1 précédemment. Donc là, 10 puissance moins 5,4, j'ai une réaction qui est défavorisée. Si je regarde les espèces mises en présence, je constate que là, j'ai mis en présence HCO- et NH4+. Et je constate que HCO- et NH4+, ont un domaine de prédominance commun. Donc ici, finalement, la réaction n'a pas de raison particulière de se faire, parce que les deux espèces sont compatibles. Donc je vais avoir une réaction défavorisée. Donc là, vous voyez l'idée. Si je veux anticiper la nature des réactions en milieu aqueux, je fais la liste des acides et des bases en présence. Je les classe sur une échelle de pK où je dresse des diagrammes de prédominance. Si j'arrive à tracer des gammas dans le sens direct, je m'attends à avoir des réactions favorisées. Si j'ai des domaines de prédominance disjoints, je m'attends à avoir des réactions favorisées. Si j'ai des domaines de prédominance communs et que je trace des gammas entre guillemets dans le mauvais sens, j'aurai à ce moment-là des réactions défavorisées, avec des constantes d'équilibre inférieures à 1. Alors, à partir de là, on va essayer de s'entraîner à prédire les réactions qui vont avoir lieu dans un milieu réactionnel donné. Donc ici, on part du principe que la réaction la plus favorisée, ça va être la réaction entre l'acide le plus fort et la base la plus forte. Simplement, ce qu'on va appeler la règle du gamma, qu'on a déjà trouvé en oxydoréduction préalable. Donc ce qu'on fait, on prend une échelle de pKa et on classe toutes les espèces en présence, sans oublier les couples de l'eau. Alors, ici, on se rappelle, la base la plus forte, c'est HO-, l'acide le plus faible, H2O, hop, donc les pK évoluent dans l'eau entre 0 et 14, l'acide le plus fort que je mets en bas à droite, ce sera H3O+,
Et ensuite, on nous dit qu'on met en présence HO- et NH3 dans H2O. Alors, NH3, on se rappelle que c'est la base conjuguée de l'acide NH4+. Donc ici, les espèces mises en présence, c'est le solvant eau, qui est forcément en très grande quantité, HO- et NH3. Alors qu'est-ce que je constate ici? Je constate finalement que la réaction qui va avoir la constante d'équilibre la plus élevée, ce sera la réaction de HO- sur H2O. Comme si je faisais un gamma écrasé, au fait. Vous voyez? Gamma comme ceci. Donc ça, c'est la réaction la plus favorisée. HO- plus H2O, qui redonne, eh bien, la même chose. HO- plus H2O. Dans la mesure où le proton quitte une molécule de H2O pour rejoindre la molécule de HO- et reformer H2O. Donc je vais avoir une constante d'équilibre K qui vaut 1. Donc ça, c'est la première réaction, la réaction la plus favorisée, que je vais observer ici. Donc je vais placer le gamma associé à ce niveau-là. Vous voyez, c'est un gamma écrasé en quelque sorte. Et cette réaction-là, elle va avoir un nom. On va appeler ça un équilibre de contrôle. Si c'est la réaction la plus favorisée, ça veut dire que toutes les autres réactions qui peuvent avoir lieu sont des réactions à constante d'équilibre inférieure à 1. On va voir justement la deuxième réaction possible. Eh bien, la deuxième réaction possible ici, ce sera H2O qui réagit avec NH3 pour former NH4+, et HO-. On voit que cette réaction n'est pas favorisée. J'ai un gamma dans le mauvais sens. Donc ici, H2O plus NH3 qui donne NH4+, plus HO-, je vais avoir une constante d'équilibre, K, qui sera inférieure à 1, qui vaudra 10 moins 14 plus 9,2, soit 10 puissance moins 4,8. K très petite devant 1. Donc là, je vais avoir une réaction qui va être limitée. Défavorisée, on peut dire. Et je vais avoir une réaction encore plus défavorisée derrière. Réaction qui aura lieu à chaque fois, mais qu'on va très souvent négliger parce qu'elle est très défavorisée, justement. C'est la réaction entre H2O et H2O. H2O peut toujours réagir sur lui-même. Hop, et là je fais le plus grand gamma possible dans l'eau dans le mauvais sens. Ouais, vous voyez, c'est très graphique comme critère. Hein. Je veux dire que H2O plus H2O donne H3O+, plus HO-. Et ici, je vais avoir K qui vaut KE, qui vaut 10 moins 14. K qui vaut KE, qui vaut 10 moins 14. Je vais avoir une réaction très défavorisée. Hop. Je vais peut-être écrire en bleu. Donc là, je sais que dans le système que j'étudie ici, je vais avoir uniquement des réactions qui vont donner lieu à des équilibres chimiques. C'est-à-dire que globalement, la composition chimique du système va très peu évoluer. J'apporte une certaine concentration en NH3, je n'ai aucune réaction qui va me donner un avancement énorme et qui va pouvoir modifier drastiquement la composition du système. HO- et NH3 vont rester des espèces relativement stables dans ce système. Alors, maintenant, on va envisager un autre système. Un système où on va mettre en présence Cl-, CH3COH, HCO3- dans H2O.
Donc là, même méthode au début, toujours. On envisage, on positionne sur l'échelle de pK toutes les espèces en présence. Alors là, j'éclate un petit peu l'échelle. CL- HClO. Je place toujours les bases sur la gauche. On rappelle que la force des bases doit augmenter quand on monte l'échelle de pK. Je place H2CO3 et HCO3-, car HCO3- joue le rôle de base dans ce couple. Et à 4,8, je vais placer CH3CO-, et CH3COH. Ensuite, je place le dernier couple de l'eau à pK nul, le couple H3O+, H2O. Alors, ici, je fais la liste des espèces en présence. D'après ce qu'on m'a dit dans l'énoncé, donc j'ai forcément le solvant eau en présence. Ensuite, j'ai ClO-, CH3COH et HCO3-. Donc, qu'est-ce que je vois instantanément? Eh bien, je vois ici que je peux tracer 2 gamma dans le sens direct. Je peux tracer la réaction entre ClO- et CH3COH, et je peux tracer aussi la réaction entre HCO3- et CH3COH. Donc je vais avoir 2 réactions favorisées déjà. Donc des réactions qu'on va appeler des réactions quantitatives. Donc là, tant que les réactions quantitatives n'ont pas pris fin, eh bien je vais travailler avec ces réactions-là. Et je vais commencer par la plus avancée des deux. Donc, la réaction quantitative numéro 1, eh bien ici ce sera ClO- plus CH3COH qui va donner CH3CO-. Hop, j'avais dit CH3COH. Donc il va donner HClO plus CH3CO-. Donc là, cette réaction va être a priori très avancée, dans la mesure où je vais avoir une constante d'équilibre K1 à 10 puissance 2,7. Donc là, je vais supposer, en première approche, que cette réaction est quasiment totale. Je vais ensuite créer une solution équivalente au système, où j'aurais supposé que j'ai consommé soit ClO- s'il est limitant, soit CH3COH s'il est limitant. Et je vais voir derrière les réactions qui peuvent avoir lieu. Donc si jamais je n'ai pas entièrement consommé ClO-, je vais envisager la réaction suivante, qui est aussi quantitative. Je vais envisager HCO3- qui réagit avec CH3COH. Et donc ici, ça va me donner H2CO3 plus CH3CO-. Et je vais avoir une constante d'équilibre K2 qui va valoir ici 10 puissance 1,5. Donc là, avant d'envisager les autres réactions équilibrées, je dois déjà prendre en compte les réactions quantitatives qui vont avoir lieu. Ces réactions-là vont modifier de manière drastique la composition du système chimique que je suis en train d'étudier. En effet, si ClO- est limitant, je vais le consommer quasiment totalement, ce qui fait qu'à la fin, je vais créer un système où ce sera HClO qui sera présent. Si CH3COH est limitant, je vais créer un système où CH3COH aura pratiquement disparu. Ce qui va changer fondamentalement les équations des réactions qui vont avoir lieu à ce moment-là. Dernier cas possible, on va travailler sur la mise en présence de NH4
plus et NH3 dans H2O. Je crois que j'ai fait une petite faute de frappe ici. Hop, c'est un plus. Alors, NH4+, et NH3 dans H2O, on va faire la liste des espèces en présence sur une échelle de pKa, comme d'habitude. Alors, ici, hop, je prends une échelle de pKa, je place les couples de l'eau, à 14, H- la base la plus forte, H2O, base la plus faible, à 0, H2O, hop, H3O+, H3O+, acide le plus fort, H2O, acide le plus faible. Et puis ensuite, à 9,2, je vais positionner NH3 et NH4+. Alors ici, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ici, on voit que je vais avoir directement un équilibre de contrôle qui se met en place à ce niveau-là. Donc la première réaction qui va avoir lieu ici, c'est NH3 plus NH4+, qui redonne la même chose. Donc je vais avoir une constante d'équilibre à 1, caractéristique d'un équilibre de contrôle. On va noter EC, équilibre de contrôle. Ensuite, je peux envisager deux réactions équilibrées, enfin 3 réactions équilibrées. Je peux envisager cette réaction équilibrée. Je peux envisager cette réaction équilibrée. Et je peux envisager, peut-être une autre couleur, allez, du bordeaux, cette réaction également équilibrée. Donc vous voyez, derrière, je vais devoir envisager éventuellement jusqu'à 3 équilibres. Alors évidemment, dans le cas précédent, aussi, on aurait dû envisager les 3 équilibres, mais ça aurait commencé à être un petit peu lourd à présenter sur le schéma. Dans la partie suivante du cours, je vous présenterai une méthode générale de traitement des systèmes qui permet de prioriser le traitement des réactions. Donc ici, les 3 équilibres envisageables, si on fait la liste, eh bien, on va avoir ici, avec une constante d'équilibre à 10 puissance 9,2 moins 14, donc 10 puissance moins 4,8, la réaction limitée qu'on va appeler numéro 1. Donc ici, réaction limitée 1, qui va être la réaction entre H2O et NH3. Qui donne NH4+, et HO-. La constante d'équilibre ici, on voit qu'elle vaut 10 moins 9,2 plus 14, 10 puissance, moins 4,8. Vous voyez ici, première réaction relativement limitée. Hop. Si je continue ma liste de réactions possibles, je vais avoir une deuxième réaction limitée avec NH4+ et H2O qui va donner H3O+ et NH3. K ici, on voit qu'elle vaudra directement 10 puissance moins 9,2. 0 moins 9,2 ici. Hop, je l'avais pris en rose celle-là. Hop, voilà. Donc là encore une réaction limitée, mais encore plus limitée. Vous voyez qu'il y a quand même un facteur pratiquement, enfin il y a 10 puissance 4, un facteur 10 000 entre les deux constantes d'équilibre. Et puis après, la dernière réaction qu'on va avoir, qui va être encore plus limitée que les deux autres, c'est la réaction qui sera toujours présente, mais qu'on va très souvent négliger, l'autoprotolyse de l'eau.
Donc ici, H2O qui réagit sur H2O pour former H3O+, et HO-. Donc là, vous voyez, 10-4,8, 10-9,2. Ici, on arrive à KE, qui vaut 10-14. Donc cette réaction va être encore plus limitée que les deux autres. Alors, là, on va se dire que c'est une sacrée pagaille, cette histoire. Pourquoi ? Parce que vous voyez que la liste de réactions possibles s'allonge énormément. Que ici, pour un simple petit bécher où on a mis 2 espèces chimiques dans l'eau, on est en train d'envisager 3 réactions possibles, 3 équilibres chimiques. Et si on doit traiter tout en même temps, bah ça veut dire qu'on est obligé de considérer, pour définir l'état final du système, qu'on a besoin de connaître la concentration en H3O+, la concentration en NH4+, la concentration en NH3, la concentration en HO-. Et donc, on a besoin de 4 équations pour déterminer 4 inconnus. Donc, 3 équilibres plus une équation de conservation de la matière. Et plus on augmente le nombre de réactions possibles, plus on augmente la complexité du système que l'on doit résoudre. Alors, quand on parle de complexité du système d'équations mathématiquement parlant. Donc, ça, ce serait la méthode brute directe pour déterminer un état final. Heureusement, il existe une méthode qu'on appelle méthode de la réaction prépondérante, qui permet de faire le tri entre les réactions. C'est-à-dire de ne pas traiter un système chimique comme étant un système où toutes les réactions se passent de manière simultanée, mais traiter un système chimique comme si seule la réaction avec la constante d'équilibre la plus élevée avait lieu. Et on peut ensuite, comme ça, faire un traitement de proche en proche, qui est beaucoup plus léger au niveau formel. Autrement dit, on n'est pas obligé d'utiliser l'outil informatique dès qu'on fait de la chimie des solutions. On a un moyen de résoudre à la main, analytiquement, les problèmes de chimie, et de trouver la composition de l'état final du système, sans passer par des résolutions à chaque fois de systèmes au sens mathématique monstrueux. C'est ce qu'on va se proposer de faire dans la prochaine vidéo, donc qui va traiter de la méthode dite de la réaction prépondérante, qui est une méthode itérative, qui a été utilisée pendant très longtemps, sans que sa validité soit démontrée de manière claire. Il y a peu d'années, je n'ai plus la date exacte en tête, cette méthode a été validée de manière théorique, c'est-à-dire qu'il a été montré qu'il est équivalent de traiter un système de n équations à n inconnues, ou de traiter, dans le cas de la chimie, les réactions une par une, en définissant à chaque fois un état hypothétique intermédiaire qui devient un nouvel état initial pour la deuxième réaction, et ainsi de suite. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment traiter des systèmes complexes. Je vais donc vous dire la suite au prochain épisode.